Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Cet été, je te propose une mini-série spéciale Burnout. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne qui l'a vécu pour comprendre, se sentir moins seul et avancer. Je reçois Roméo, formateur en neurosciences appliquées et créateur de la méthodologie neuro-émotionnelle. Il raconte son burn-out, les signaux qu'il n'a pas écoutés, le crash et surtout le chemin de reconstruction qui l'a mené à une idée forte, on peut ressortir d'une épreuve plus solide qu'avant. Donc bonjour Roméo, Bonjour Audrey. merci beaucoup, merci d'être là. Écoute, merci de m'accueillir, merci pour l'invitation. On va commencer, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Alors, en quelques mots, je suis donc Roméo Cournal. Je suis formateur en neurosciences appliquées. Alors, j'aime bien préciser que j'enseigne des applications neuroscientifiques et non pas les neurosciences. Et les applications neuroscientifiques que j'enseigne, ben, c'est les miennes. C'est la méthodologie neuro-émotionnelle. C'est un ensemble d'outils, de méthodes qui permettent d'atteindre beaucoup plus rapidement les objectifs personnels, professionnels et thérapeutiques. Pourquoi beaucoup plus rapidement? Parce que, la méthodologie neuro-émotionnelle s'appuie, uniquement sur le fonctionnement même du système nerveux. Donc, je suis vraiment à la pointe des recherches et des travaux, j'en fais moi-même, sur le fonctionnement du cerveau et de cette magnifique, machine qui est le système nerveux autonome et donc du coup, je je fais entrer cet accompagnement dans la vie, en fait, des êtres humains et dans une démarche plus globale de connaissance de soi. Se connaître soi-même, c'est déjà connaître son corps et la façon dont il fonctionne. Alors j'adore, je pense que je te reproposerai une interview plus tard pour ce sujet-là. Volontiers. Mais là, on va rester fixé sur la parenthèse burn-out de cet été et je vais te demander de quand date ton burn-out? Ça date de 2015, la période 2015-2016, oui. Et est-ce que tu as eu des signes avant burn-out? Oh que oui. J'ai eu des signes que bien évidemment je n'ai pas écoutés. Des premières alors je faisais un métier vraiment que j'aimais vraiment beaucoup. Ça faisait une quinzaine d'années que j'exerçais ce métier, mais du coup, les premiers signes: «Ah j'ai plus envie», sans même savoir pourquoi. Et puis, il y a eu des petits épisodes comme ça de dyskinésie ou de perte de mémoire. Tiens, j'étais venu faire un truc, j'ai oublié ce que c'est. J'étais en train de rédiger un mail, je l'ai planté. Des dossiers que je faisais très facilement et avec beaucoup d'entrain, bah, je faisais des erreurs de débutant, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, il y a eu en fait une première grosse alerte quelques mois avant le crash, j'ai envie de dire, c'est que j'ai fait un malaise en fait, juste un malaise ophtalmologique simplement. J'ai été ébloui par la lumière qui se reflétait dans un bâtiment, à côté de mon bureau et j'ai fait un malaise. J'ai atterri aux urgences ophtalmologiques. C'est la directrice de mon agence qui m'y a conduit d'ailleurs et puis je me suis dit: «Mais non, je continue, mais non, je continue» et c'est vrai que j'étais en fait tiraillé. Pour tout dire, ça faisait une bonne demi-douzaine d'années, c'est bien ça, hein, 6 ans, que je me disais que je cherchais un moyen de quitter cet emploi et d'aller faire autre chose parce que je me sentais appelé à autre chose et effectivement, oui, il y a eu ces signes-là. J'ai traîné, j'ai laissé traîner, j'ai été fort d'après moi et puis, voilà, jusqu'au jour où voilà, ça s'est terminé sur une civière et ce jour-là, je me suis dit: «Bon, ça vaut pas le coup». Puis la dernière fois que je suis allé travailler, je suis sorti du bureau sur une civière. Là, je me suis dit: «Bon, ça vaut pas le coup». Ah carrément, c'est quoi? Un nouveau malaise? Oui, c'était un malaise, c'était un nouveau malaise. J'ai fait, en fait, je suis passé à 2 doigts du carrochis, en fait. Donc ouais, ça m'a valu, 2 jours d'hospitalisation. Donc je me suis dit: «Non, ça vaut pas le coup, on va faire autrement». Et c'est quoi la première chose que tu as faite? La toute première chose que je me suis faite, c'est que j'ai faite, je me suis retiré. Je me suis, reposé vraiment. Mais du coup, j'ai appris ce qu'était le repos, parce que pour moi, se reposer, c'était dormir et c'était pas du tout ça. Se reposer, en fait, c'est s'extraire de ses stimuli habituels, de ses stimuli quotidiens. Donc la toute première chose que j'ai faite, je me suis reposé. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne supportais plus, de toute façon, les stimuli habituels. Pour te dire, le simple son du métro, même le simple, tu sais, les alors c'est pas des klaxons, l'espèce de cloche, des bus et des trams, ça me mettait tout de suite en réaction. Donc je me suis, extrait de mes stimuli habituels. J'ai quitté Paris, où j'habitais, pour vraiment repartir dans un nouvel environnement. C'est vraiment la toute première chose que j'ai faite. D'accord, et tu as eu un accompagnement?
Comment ça s'est passé, en fait, ton burn-out? Alors, j'ai eu un accompagnement, j'ai envie de te dire oui et non, parce que ce qu'on m'a proposé alors bien évidemment au niveau de la médecine du travail, j'ai cru comprendre assez rapidement que poser un diagnostic de burn-out, c'est très compliqué, personne ne veut trop y aller parce que ça engage, hein, et en plus même le médecin, du travail l'a bien dit, ça engage, l'établissement. L'établissement est un peu frileux, c'est un établissement public, c'est une grosse institution, donc voilà. Donc j'ai eu un accompagnement officiel, médecin du travail, psychologue, enfin le truc un peu classique. Mais si tu veux, le véritable accompagnement que j'ai essayé en fait d'avoir, j'ai essayé de le trouver auprès de praticiens. Alors on m'a proposé, des sophros, des hypnos et cetera, mais en vrai je n'ai pas vraiment trouvé, j'ai l'impression que ces professionnels ne répondaient pas en fait à mes attentes. Et j'ai envie de te dire que le vrai accompagnement que j'ai eu, je l'ai eu dans les bouquins du docteur Joe Dispenza et de quelques autres personnes comme ça, qui semblaient faire sens. Je parle de Franck Lobvet, je parle de peut-être, Karine et Christophe Alain ou des choses comme ça. J'ai beaucoup lu, justement, j'en ai profité pour beaucoup lire, ce qu'écrivaient d'ailleurs des collègues, je m'intéressais déjà aux neurosciences à l'époque. Donc je me suis tourné vers ça et il se trouve que bon voilà, là on n'était pas encore bien enseigné, bien compris, en tout cas bien abordé par les professionnels de neurosciences. Donc j'ai lu David Lefrançois, enfin d'ailleurs je me suis, formé auprès de lui et d'autres approches neuroscientifiques, le docteur Bruce Lipton et cetera et en fait, je me suis fait mon accompagnement à moi-même, en vrai. J'ai pris des bouts finalement, des bouts de ficelle, des patchwork. D'accord. Alors, avant de rentrer dans justement ce qui t'a aidé et très concrètement pour pouvoir aider les gens qui sont en burn-out aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta période burn-out? Alors déjà, le fait de ne pas être reconnu pour des raisons administratives. C'est-à-dire que le fait qu'on ne pose pas officiellement le diagnostic, d'épuisement professionnel pour des raisons administratives, c'est extrêmement frustrant parce que du coup, je me dis: «Mais c'est quand même ma santé qui est en jeu» et d'entendre dire très clairement, hein, des professionnels, y compris des médecins: «Ben, on ne peut pas mettre ça parce que ça engage trop de gens». Je veux dire, peut-être que ma santé est plus importante que, les réalités administratives. Mais a priori, c'était pas le cas et ça a été vraiment certainement la chose la plus douloureuse et plus douloureuse encore que l'absence du coup, de réponse véritable. Puisque si on ne pose pas le bon diagnostic, on ne met pas en face le bon tableau thérapeutique. Mais c'est surtout les raisons pour lesquelles le diagnostic n'est pas posé, c'est ça qui m'a été le plus douloureux. D'accord. Et du coup, est-ce que tu t'en es sorti de ton burn-out? Aujourd'hui? Ah mais complètement et j'en ai même fait j'ai développé une certaine antifragilité par rapport à ça, j'en ai fait une opportunité, puisque d'ailleurs j'ai parlé du neuro-émotionnel, la méthodologie que j'ai mise en œuvre. D'ailleurs, j'ai commencé à la mettre en œuvre après cette période et le troisième paradigme du neuro-émotionnel, c'est l'antifragilité. C'est-à-dire qu'on grandit non pas malgré les épreuves, on grandit grâce aux épreuves. L'antifragilité, à mon sens, s'oppose à la résilience. Et d'ailleurs, justement, ça a été, j'ai envie de dire, l'un des combats. Parce que beaucoup de personnes, en fait, me proposaient de revenir à l'état dans lequel j'étais initial avant, justement, cette période de trouble. Et beaucoup de personnes me parlaient de résilience. Pour moi, la résilience est un non-sens, déjà biologiquement, aujourd'hui, je peux le dire. Parce que le vivant n'est pas résilient. Le vivant est antifragile. Un système immunitaire, un système musculo-squelettique, un système, tout ce que tu veux, le corps, le vivant, la biologie n'est pas résiliente. La biologie est antifragile. Donc on se sert justement des chocs, on se sert des épreuves pour grandir, pour se renforcer et l'objectif n'est pas du tout de retrouver l'état d'avant l'épreuve, l'objectif est de trouver un état supérieur grâce à l'épreuve. La démarche est très, très différente. La résilience pour les personnes qui écoutent et qui connaîtraient pas, justement, la résilience et l'antifragilité, si tu les définis simplement? La résilience consiste à retrouver l'état dans lequel on se situait avant un choc. D'ailleurs, le résilience, ça vient de la thermodynamique. Si tu veux, tu as des aujourd'hui dans nos voitures, ont des pare-chocs, résilients. C'est-à-dire que si tu emboutis ton pare-choc à une certaine vitesse, ton pare-choc retrouve sa forme initiale. Tout 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 seul comme un grand sans que tu aies besoin de l'emmener chez le carrossier. Ça, c'est la résilience. Je retrouve la forme que j'avais avant le choc. L'antifragilité, c'est tout l'inverse. L'antifragilité, c'est du fait du choc, je deviens encore plus solide et donc du coup, je deviens capable de supporter un choc plus important.
Le moyen le plus facile de comprendre ça, c'est la varicelle. Un système immunitaire qui a déjà eu la varicelle ne l'attrape plus parce qu'il l'a déjà eu et c'est du fait de l'avoir eu qu'il ne l'aura plus, qu'il a l'information et qu'il sait se battre contre. Mais comme quoi, tu vois, moi, la résilience, je l'avais alors j'avais pas forcément regardé les termes et la définition, mais pour moi, la résilience, c'était la capacité à avancer malgré les épreuves. Donc c'était un peu biaisé, je pense, dans mon Oui, esprit. mais justement, l'idée n'est pas d'avancer malgré. L'idée, c'est d'avancer grâce. OK, d'accord et du coup, tu as fait de ton burn-out l'obstacle qui t'a permis d'aller plus loin? Ah, mais un tremplin énorme. D'ailleurs, pendant 2 à 3 années, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des cadres et dirigeants en épuisement professionnel. Donc, juste avant la période covid et même pendant, ça a été ma spécialité, oui, complètement. Ah et si justement alors c'est grâce à ton burn-out, je pense que j'ai déjà la réponse, mais si je te donne une baguette magique et je te dis: «Ch tu ne vis pas ton burn-out», tu la prends pas? À jamais! Ah non, mais c'est trop dommage. Ce serait trop dommage de me priver des enseignements de cette épreuve-là. Ce serait beaucoup trop dommage parce que du coup, je ne serais pas aussi pertinent pour, accompagner les personnes qui passent par là et en plus, bah, je crois que le neuroémotionnel n'aurait pas existé, tout simplement. Mes recherches, mes travaux et recherches n'auraient pas eu autant de sens et je pense que je ne serais pas allé aussi loin justement dans la transcendance des traumas. Le gros avantage du neuroémotionnel, ma spécialité aujourd'hui, c'est transcender les traumas, en fait. D'accord. Donc oui, il fallait que je passe par là, évidemment. Oui, tu ne serais pas arrivé à ce chemin-là sans ton burn-out? Non, non, parce que ce ne sont pas des connaissances livresques et bah, personne ne me l'aurait appris puisque c'est une matière qui n'existait pas, en fait. Donc c'est mon expérience de vie qui fait que alors je suis déjà un pédagogue avant ça, mais ma pédagogie s'articule sur, ce qu'on appelle la théorie ancrée. C'est d'abord l'observation qui me fait sortir les principes. C'est pas les principes qui, biaisent mon observation, c'est mon observation qui me révèle les principes. Tu as quand même des séquelles de ton burn-out ou pas? Oui, oui, parce que en fait, j'ai le jour de la fin de mon contrat finalement, après un long parcours, professionnel, bah, j'ai fait une chute en fait, qui m'a valu une rupture du tendon rotulien, qui m'a valu, 2 mois d'hospitalisation en soins de suite, avec, phlébite récidivante, avec, j'ai même fait une embolie pulmonaire, avec un retard de cicatrisation, enfin j'ai 9 mois de cicatrisation post-op. Il y a eu du nosocomial derrière, de l'infection nosocomiale. Donc c'était un gros machin et bah, jusqu'à présent, ouais, j'ai encore quelques séquelles qui aujourd'hui sont pas très graves, hein, mais par exemple, tous les jours, j'ai des chaussettes de contention et mon genou est tout le temps à surveiller, comme la laisse sur le feu. Après effectivement, quand on est opéré du genou, généralement, il faut le surveiller. Mais c'est ça, j'ai encore ces séquelles-là et puis en fait, la séquelle la plus gênante finalement, ça a été du fait de cette longue antibiothérapie, ben, que j'ai eu, le microbiote complètement déphasé et je suis encore en train de le de le rattraper, en fait. Ah oui et mentalement, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des moments où tu te dis: «Là, il faut que je fasse attention parce que, je m'épuise»? Justement non, parce que je me respecte et je m'écoute très tôt. En vrai, j'ai compris finalement, ce que pouvaient être, les dangers, en fait, du courage. J'ai fait d'ailleurs toute une publication avec une collègue là-dessus. Tu sais, le courage, je tiens bon, non, je ne tiens pas bon. Je ne vais pas tenir bon, je vais me respecter. Si c'est favorable à mon écologie, c'est oui, si ce n'est pas favorable à mon écologie, dès le départ, c'est non. Donc je n'ai pas le temps d'entrer dans cet épuisement puisque j'ai retenu des professionnels reconnus apparemment mondialement que sont, Malache et Leiter du burn-out, leur définition du burn-out. Le burn-out se situe dans l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire et l'idée, d'ailleurs du neuroémotionnel, c'est de faire en sorte que ma vie ne soit que la jonction entre qui je suis et ce que je dois faire. Alors accessoirement, ça produit un truc que j'aime bien, que j'invite les personnes à essayer. On appelle ça le bonheur. Parce que je crois que le bonheur, c'est être soi. On est heureux lorsque finalement, ce qu'on fait
qu'on doit faire, pour plus qu'il y ait quelque chose que l'on doit faire, mais en tout cas, ce que l'on fait correspond à qui l'on est vraiment. Et tu penses que, les gens aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, peuvent éviter le burn-out et avoir l'antifragilité que tu as eue grâce à ton burn-out? My God. Alors ça, c'est une vraie question philosophique. Parce qu'il y a un principe qui veut que et je m'en aperçois, hein, c'est je m'en plains, j'ai envie de te dire, depuis 30 ans que j'accompagne des personnes. On a l'impression que c'est quand elles sont au bout du rouleau, quand elles vont vraiment très, très mal, qu'elles mettent en place le changement. Donc je suis un peu partagé. Est-ce qu'on peut éviter le burn-out? Oui, on peut le faire. Maintenant, je me rends compte que, voilà, quand un être humain a le choix entre faire pareil et faire différemment, dans 100 des cas, il choisit de faire pareil. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont un système nerveux et que le système nerveux a pour mission de maintenir l'homéostasie. Donc, comme l'objectif, c'est d'être en vie, pour le système nerveux, le calcul est très simple. Hier, j'étais en vie. Donc pour être en vie aujourd'hui, je fais comme hier. Demain, il faut que je sois en vie. Et comme je suis en vie aujourd'hui, je m'arrange pour que demain, je sois comme aujourd'hui. Donc le changement n'est pas, l'apanage du système nerveux, très clairement. Ça, c'est, le sujet lui-même et non pas son cerveau et son système nerveux qui le mettent en place. C'est le sujet lui-même. Mais comme nous ne sommes que 5 de l'équation, cerveau et système nerveux représentant 95, l'idée, c'est qu'il faut faire preuve d'une certaine sagesse, que je n'ai pas personnellement, en tout cas que je n'avais pas, alors pas du tout à l'époque. Et du coup, je me dis que, ben, comme dit mon collègue, «Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par un coup de pied aux fesses». Bon, j'ai pris les coups de pied aux fesses. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, la douleur. Mais si je peux l'éviter, aujourd'hui, je l'évite. Oui, c'est vrai que c'est un peu, comme tu dis, question philosophique. C'est est-ce qu'on l'évite ou est-ce que, bah, on souffre un peu et du coup, on se relève encore plus? Est-ce que tu en serais là? Non. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Ce que j'ai vraiment envie de dire aux personnes, c'est que parce que je sais bien, hein, je l'ai vécu moi-même. On se dit: «Mais j'ai envie, j'ai envie, j'ai l'énergie, j'ai la volonté, j'ai les moyens en plus, de mettre en place un changement, mais je ne le fais pas». Et je comprends ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le burn-out se situe dans l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Or, ce que nous devons faire, c'est précisément notre personnalité. Il se trouve que notre personnalité est traumatique parce que nous avons tous vécu le même trauma, qui s'est exprimé différemment. Ce trauma s'appelle l'éducation. Le conditionnement socio-éducatif et culturel est un trauma de type 2. Et pour survivre à ce trauma, on a mis en place une personnalité, un personnage fictif, superficiel et suradapté, si je reprends les mots de Carl Gustav Jung. Et cette personnalité, bah, c'est qui nous sommes, c'est le rôle que nous jouons en société aujourd'hui. Et l'idée, c'est que on doit la survie biologique à ce personnage. Et comme ça arrive souvent, ce sont nos propres protections qui nous font souffrir, en fait, et qui nous détruisent finalement. Et l'idée, c'est de mettre en place une, véritable antifragilité et puis une certaine capacité à trahir finalement ce personnage qui nous a servi, à l'époque, mais qui à un certain moment commence à devenir trop lourd pour nous et finalement commence à devenir notre propre danger. C'est comme si en fait on se baladait en 2026 avec des cottes de mailles ou, des armures, tu vois? Au XIVe siècle, je ne réfute pas, l'intérêt, mais en 2026 peut-être un peu moins. Et c'est ça l'idée, en fait. Donc le principe, il est celui-là. C'est vraiment de se dire: «Voilà, j'ai mis en place une personnalité, j'ai bien fait de le faire. Maintenant, le burn-out est aussi une excellente opportunité de réalisation de soi, une excellente opportunité d'émancipation». Encore faut-il, aller chercher, tout ce qu'on a mis en place depuis les 7 ou 21 premières années de notre vie et je conçois que c'est un chemin qui n'est pas du tout évident. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, ma position sur la douleur, c'est, bah, Dieu merci, la douleur existe, parce que les êtres humains, quand ils ont mal, ils ont envie que ça s'arrête. Donc s'il faut en passer par la douleur, passons-en par la douleur, mais par contre, l'importance aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment de se faire accompagner, d'avoir un recul et de se dire: «Voilà, on peut faire ce chemin-là, voici la sortie». La sortie, c'est de réduire l'écartèlement entre qui je suis et ce que je dois faire. Maintenant, je dois me soustraire à mes conditionnements socio-éducatifs et culturels. Bob Marley parle d'esclavage mental. Je dois me soustraire à ça, trouver qui je suis, me préférer, me rencontrer. C'est pour ça que, si tu veux, mon parcours d'accompagnement, c'est les fameux 5 R, hein.
Le premier R, c'est se reposer, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le deuxième R, c'est se réparer. Effectivement, réparer sa neurochimie au niveau de ses neurotransmetteurs, au niveau de son équilibre neurochimique et donc forcément émotionnel. Et bah, le 3e R, c'est de se repenser, en vrai, qui je suis et accepter de changer finalement ce personnage que je joue. Le quatrième sera donc justement de se rencontrer, rencontrer cette personne. Et ce n'est qu'après que je pourrai mettre en place le 5e R qui sera se repositionner dans le groupe social. Alors bien évidemment dans ce groupe social ou dans un autre, mais me repositionner. Le repositionnement n'arrive qu'en dernier. Il faut d'abord se reposer, se réparer, se repenser, se rencontrer et après seulement se repositionner. Pour les personnes qui sont en burn-out, là, en plein burn-out, c'est Mmh. souvent très difficile, ne serait-ce que de se lever le matin. Donc, penser à un accompagnement, c'est souvent après, post-burn-out. Toi, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui, justement, en ce moment, est dedans et n'arrive rien à faire? C'est vraiment de commencer au plus tôt, justement, hein, parce que précisément, comme il n'arrive pas à faire, il a besoin d'aide. Il a besoin d'accompagnement et l'idée est celle-là et encore une fois, c'est encore plus simple lorsqu'on se soustrait à ses stimuli habituels. La toute première chose vraiment à faire, c'est le repos, donc se retirer de ses stimuli habituels. Pour te donner une idée, lorsque j'ai développé pendant 3 années cette spécialité d'accompagner les cadres et dirigeants en burn-out, j'exigeais qu'ils soient en congé maladie ou en vacances et d'ailleurs, le truc était très simple, je les emmenais en fait, en Tunisie. Donc les gens qui étaient, tu sais les cadres ou en fonction publique ou même dans le privé, à la défense ou dans des quartiers d'affaires, à Amsterdam ou à la City où tu veux, non, on s'extrait de ça et puis on va en Tunisie et puis je ne vous accompagne que si vous êtes là, OK. très clairement. Parce que et ça allait tellement plus vite. Parce que lorsqu'un système nerveux est exposé à de nouveaux stimuli, il est beaucoup plus enseignable. Parce que même si les stimuli habituels sont douloureux, ben ça reste des stimuli habituels, en vrai. C'est compliqué de remplir une bouteille pleine. Donc il faut d'abord la vider pour après la remplir. Et c'est beaucoup plus facile de s'extraire de ces stimuli habituels. Alors, je ne dis pas de changer de pays, je dis simplement de changer de stimuli habituels. Le simple fait d'aller, de changer de ville, de changer de région, de voilà, passer de Paris, à Nice ou, passer de Nice à Lille, hein, mais, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment changer de ses stimuli habituels, changer son environnement habituel et à partir de ce moment-là, se faire vraiment, accompagner par un professionnel qui saura en fait, tirer les bons diagnostics et faire les bonnes propositions de parcours thérapeutique. Toi, c'était burn-out pro, du coup. Est-ce que ça a quand même eu des incidences sur ta vie perso? Évidemment, évidemment, évidemment. L'idée c'est que justement quand j'ai choisi finalement, quand je suis rentré de tout ce parcours, hospitalisation, soins de suite, machin, enfin, vraiment un truc hyper long. Quand je suis et particulièrement ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est l'embolie, où je me suis dit: «Bon, j'ai failli passer, alors que j'ai rien senti». Parce que pour le coup, c'est vraiment quand je suis arrivé aux urgences, je pensais que je faisais une phlébite. Je faisais une phlébite, mais elle s'était, compliquée d'une EP et c'est là que je me suis dit: «Bon, c'est pas» l'infirmière m'a dit un peu, sur un ton un peu humoristique: «Bah, vous n'êtes pas venu pour rien, vous serez arrivé un peu plus tard, vous seriez en bas» et en bas des urgences, c'est la morgue, hein, comme partout et c'est là que je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? Avant que le rideau ne tombe, je vais faire à ma façon. Je vais vivre la vie que je veux vivre» et du coup, j'ai quitté Paris. Il se trouve que ma compagne de l'époque, n'en avait aucune, envie. Donc j'ai quitté, la relation s'est terminée par rapport à ça. Parce que nos chemins de vie n'étaient plus concordants et même si ça s'est fait en très bonne intelligence, mais voilà, ça a eu déjà cet effet-là sur ma vie. Mais bon, voilà, c'est le genre de prix que je suis complètement prêt à payer. D'ailleurs, généralement, les prix qu'on a à payer pour notre, émancipation, c'est toujours un prix épigénétique. C'est toujours un prix par rapport à notre environnement. C'est toujours ça que l'on doit en fait, payer comme prix, plus que le prix financier.
Et du coup, en fait, ton burn-out a en quelque sorte tué ton personnage? Absolument. Le personnage le moins social, oui, forcément, puisque si je reprends la nomenclature de Jung, tu vois, il parle de soi authentique et de moi social. En réalité, pour dire les choses simplement, il faut une certaine énergie pour maintenir l'écartèlement entre le soi authentique et le moi social. Le burn-out, c'est quand on n'a plus la force de maintenir cet écart, parce que l'écart est dynamique, en vrai. Et l'idée, c'est de rapprocher l'un de l'autre. Alors, pas rapprocher le soi du moi, parce que le soi, il bouge pas, mais rapprocher le moi du soi, en fait. Et effectivement, si quand on change de personnage, ça veut dire qu'on tue le premier, hein, pour en faire naître le deuxième. On est d'accord? Ne serait-ce que parce qu'on élargit sa personnalité, donc on n'est plus la même personnalité. Donc forcément, il y a un deuil à faire de notre personnalité d'avant. Très, très intéressant. C'est marrant parce que toutes les interviews, au fur et à mesure des interviews, je me vois, changer ma vision du burn-out et là, tu m'apportes une vision de: «Ça sert à rien que j'essaye d'aider les gens avant», je crois. Je suis là, informé, oui, informer, très clairement, informer, c'est très important d'informer. Je le rappelle à tous mes étudiants, je suis superviseur aujourd'hui, l'essentiel de mon activité, c'est vraiment la formation et la supervision des professionnels de l'accompagnement et de la santé et je leur rappelle, à chaque supervision, informer, parler, parler pour que les gens aient ne serait-ce que l'information. Parce que malgré tout, je pense que si j'avais eu certains niveaux d'information que j'ai aujourd'hui, il y a certainement des choses que j'aurais évitées. Il y en a que je n'aurais pas évitées, très clairement, parce que j'avais peut-être un peu la tête trop dure, mais au moins, ne serait-ce que une fois que je me suis pris le mur dans la tête, j'aurais eu au moins à disposition, j'aurais su vers qui aller, j'aurais su quoi faire, parce que je l'aurais déjà entendu et j'aurais été plus accessible, en fait, à une information que j'aurais déjà entendue, Oui, ça ferait gagner un peu de temps, on va dire. clairement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je veux vraiment dire aux personnes que le burn-out n'est pas qu'une question de quantité de travail. Ce n'est pas quelque chose on peut s'en servir pour souffrir, on peut s'en servir pour grandir. C'est une excellente école de responsabilité. La responsabilité, c'est lorsque justement je réponds seul de ce qui m'arrive. La responsabilité, c'est lorsque je quitte ma posture victimaire. Alors en neurosciences, la posture victimaire, c'est lorsque mon état interne dépend du dire et du non-dire, de l'agir et du non-agir de personnes autour de moi, des systèmes, des personnes, des gens, etc. Et en fait, lorsqu'on quitte sa posture victimaire, d'ailleurs, on est obligé un peu de la quitter pour sortir du burn-out, sinon on en refait un. En fait, hein, j'ai eu des personnes qui en ont fait trois. Tous les 6 ans, ils en font un, parce qu'ils deviennent plus fermés, plus rigides. Mais du coup, la vie doit taper plus fort sur la carapace pour la casser et il se contente de simplement la solidifier, devenir encore plus courageux et moi, ce que je veux dire, en fait, aux personnes, c'est vraiment retenir que le burn-out est une opportunité de grandir pour peu qu'elles en fassent une opportunité de grandir. Merci beaucoup. Merci Roméo. Avec grand plaisir, Audrey. Merci. Je mettrai tous les éléments, donc tes accompagnements, ta formation, tout ça en description et puis, je te dis à très bientôt et puis bonne journée. À bientôt, Audrey, bonne journée. Merci d'avoir écouté la rencontre avec Roméo. Si ce témoignage t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin et pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des épisodes de Parenthèse Burnout. Si tu traverses toi-même un burn-out, rappelle-toi, tu n'as pas à porter ça seul. Fais-toi accompagner et donne-toi le droit de te reposer. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.